Bonjour à tous, Selamat datang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau pays. Un pays où est né le pomelo, un pays qui accueille la plus grande fleur au monde. Un pays qui a en fait des espèces endémiques uniques. On peut penser notamment à l'orang-outan, à l'ours à miel, au tigre malais. Un pays qui accueille la plus grande montagne au monde. Un pays qui est tout simplement le troisième producteur de caoutchouc au monde et le deuxième producteur d'EVA. Un pays qui est la seule monarchie héréditaire, élective, rotative. Oui. Un pays dont l'un des sports préférés était de couper des têtes jusqu'au début du XXe siècle. Un pays où culturellement les femmes n'ont pas le droit de voir des choses laides lorsqu'elles sont enceintes pour éviter que le futur nourrisson soit déformé. Eh bien, ce pays, il s'agit de la Malaisie. Et si le reste de la vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder ce qui suit après. La Malaisie est un pays d'Asie du Sud-Est, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur la Thaïlande. Elle a justement pour voisin au nord la Thaïlande, à l'ouest la mer d'Andaman, l'océan Indien, à l'est la mer de Chine méridionale. Vous avez le détroit de Malacca, une frontière avec un autre voisin, Singapour. Et puis sur la partie orientale, sur Bornéo, la Malaisie partage une très longue frontière de 1450 km avec l'Indonésie et également une frontière avec Brunei et au-delà de la mer de Sulu avec les Philippines. En fait, la Malaisie est partagée en deux. Vous avez une partie occidentale que l'on nomme également Malaisie péninsulaire ou la Malaya ou en malais la Semenanjung Malaysia qui forme 40% de la Malaisie et vous avez la Malaisie orientale que l'on appelle la Malaisie Timur qui forme 60% de son territoire. Le mot Malaisie signifie tout simplement le pays des Malais. Et certains s'amusent à dire que le si de Malaisie inclurait Singapour. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Enfin, la Malaisie a une superficie de 330 345 km². C'est ce qui est à peu près la superficie du Vietnam ou du Japon. Alors, regardons plus en détail le relief. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, nous voyons sur cette carte que la péninsule malaise, elle est en fait longue de 800 km du nord au sud et seulement de 320 km d'est en ouest. Elle est en fait composée des monts Titiwangsa qui vont justement du nord au sud sur à peu près 500 km. Et vous retrouvez notamment les monts Korbu à 2183 mètres, les monts Tahan à 2190 mètres. L'altitude moyenne de la Malaisie est de 410 mètres. Mais en fait, vous voyez qu'il y a aussi de très fortes disparités géographiques. En effet, sur la péninsule malaise, on voit que la côte est un peu plus large. Elle peut aller de 10 à 80 km de profondeur par rapport à la côte, ce qui permet justement une riziculture. Tandis qu'à l'est, sur la côte est de la péninsule, le relief est beaucoup plus escarpé et finalement, vous avez beaucoup moins de côtes disponibles pour l'agriculture. Enfin, il faut noter que la plus grande rivière de la Malaisie se trouve sur la péninsule malaisienne. Il s'agit de la rivière Pahang, 434 km. Il faut aussi noter que vous avez le détroit de Malacca, un détroit très important où circulent un certain nombre de transports de bateaux, de marchandises, qui sépare effectivement la péninsule malaisienne à l'île de Sumatra en Indonésie. Et les deux parties de la Malaisie vont être séparées par la mer de Chine méridionale, qui est en fait séparée de 640 km de mer. En effet, la partie orientale se situe sur Bornéo. Alors pour information, Bornéo est la troisième plus grande île au monde, effectivement, après le Groenland et après la Papouasie. 25% du territoire de Bornéo est occupé par la Malaisie. Il s'agit de la seule île au monde à avoir 3 États souverains. Alors oui, je sais, Chypre, mais on peut en reparler. Ensuite, la partie malaisienne de Bornéo est caractérisée par 3 types
de relief. Le premier, c'est la côte, qui est à peu près longue de 1125 km, alors qui est un peu plus accidentée au nord qu'au sud. Ensuite, vous avez des collines, des vallées, vous êtes dans une altitude de moins de 300 mètres. Et enfin, vous avez des montagnes très élevées, notamment au nord, vous avez les montagnes Croker. Et c'est là où vous allez trouver finalement le mont le plus élevé de toute la Malaisie, mais aussi de toute l'Asie du Sud-Est. Il s'agit du mont Kinabalu, qui s'élève à plus de 4000 mètres d'altitude. Enfin, l'île de Bornéo est bordée à l'est par la mer de Sulu, qui sépare justement la Malaisie des Philippines, et la mer des Célèbes, qui sépare l'île de Bornéo à l'île des Célèbes ou l'île de Sulawesi. Il faut aussi noter un certain nombre de rivières sur l'île de Bornéo côté malaisien, notamment la rivière de Rajang, la rivière de Baram et la rivière de Kinapantangan. À noter enfin que le climat est équatorial. Alors, la population de la Malaisie, par rapport à ses voisins d'Asie du Sud-Est, peut être considérée comme un pays moyen. En effet, la Malaisie est peuplée de 34 millions d'habitants, comparé aux 100 millions de Vietnamiens, Philippins, 200 millions d'Indonésiens, aux 70 millions de Thaïlandais. Les 3/4 des Malaisiens vivent en ville. Et lorsque vous constatez sur cette courbe, vous voyez qu'en fait, en 1960, à peine 1/4 des Malaisiens vivaient en ville. Donc, le taux urbain en Malaisie a triplé. Et ceci a été permis, d'une part, par des politiques gouvernementales en ville, mais surtout aussi que le pays est beaucoup moins peuplé que ses voisins. Parmi les villes que nous devons citer, Kuala Lumpur, qui veut dire effectivement confluent et boueux, parce que en fait, la ville est située justement à la confluence de deux rivières. En fait, Kuala Lumpur, c'est une ville qui était au milieu de la jungle et qui s'est développée au 19e siècle. Alors effectivement, au début, c'était plutôt un campement de huttes de bambou infesté par la malaria, mais la ville était située à côté des gisements d'étain qui a fait la prospérité de la Malaisie. En 1896, le colonisateur britannique a décidé que Kuala Lumpur serait la capitale de la Malaya. Ainsi, les règles d'urbanisme ont changé. On est passé d'édifices en bois à des édifices en pierre et effectivement des règles sanitaires strictes ont été appliquées. C'est une ville qui connaît une forte croissance urbaine. D'ailleurs, c'est l'une des villes qui connaît l'une des plus fortes croissances urbaines de la région. Elle accueille aujourd'hui presque 8 millions d'habitants, et aussi des sièges de grands groupes et également les tours Petronas, qui ont été pendant un certain temps les plus hautes tours au monde. Elle accueille aussi une constellation de villes satellites autour d'elle, puisque Kuala Lumpur est le cœur financier, culturel, économique de la Malaisie. Elle accueille le Parlement, mais pas le gouvernement, qui est justement situé dans une de ces villes satellites qui est Putrajaya. Alors, il y a aussi Cyberjaya, qui se veut pour vocation d'être la Silicon Valley de la Malaisie. Et le mot Jaya, en fait, vient de sanskrit, qui veut dire non pas ville, mais réussite. On peut également citer Subang Jaya. Vous voyez, ce sont des villes qui, au fur et à mesure, participent à l'agglomération de Kuala Lumpur. On peut également citer le port de Klang ou Kelang, qui est le port de Kuala Lumpur et le 12e transporteur au monde de marchandises et de transbordement. Ensuite, en numéro 2, nous devons citer l'agglomération de Georgetown. Alors, Georgetown, en fait, c'est une ville qui était située sur une île, l'île de Penang, et en fait, elle a été nommée en l'honneur du roi britannique George III, puisque les Britanniques se sont installés sur cette île en premier. Ils l'ont achetée au sultan de Kedah. En retour, les Britanniques garantissaient la sécurité du sultan de Kedah contre les Siamois ou les velléités siamoises. Cette île va très tôt attirer une communauté chinoise qui en fait sa particularité. Aussi, c'est la capitale gastronomique de la Malaisie. Donc, si vous y allez, n'hésitez pas à passer vers les restaurants. Ensuite, en numéro 3, nous devons justement citer Johor Bahru. Alors, Johor Bahru, c'est vraiment le deuxième pôle économique de la Malaisie. La ville est en fait située en face de Singapour. Vous avez un détroit qui les sépare, mais aussi vous avez une chaussée, le Causeway, qui justement relie les deux villes. Et vous avez d'ailleurs un projet de métro qui va normalement ouvrir en 2026, qui reliera justement la partie nord de Singapour avec Johor Bahru. C'est la capitale aussi de l'état de Johor. Johor, qui est un état qui a été fondé à la suite de la prise de Malacca par les Portugais. Ensuite, nous devons citer Ipoh. Alors, Ipoh est à mi-chemin entre Georgetown et Kuala Lumpur. Ipoh, c'est la capitale du Perak et c'est une ville qui doit se redéfinir puisque c'était l'une des villes les plus peuplées de Malaisie et qui justement a réussi à conserver son architecture coloniale
et continue de constituer un relais gastronomique important pour la Malaisie. Ensuite, il faut citer les villes de Kota Kinabalu dans la partie de Bornéo. Alors Kota Kinabalu, en fait, auparavant, elle se nommait Jesselton, en raison de Sir Charles Jessel. Cette ville fut renommée en raison du mont Kinabalu qui se situait à côté. C'est une ville qui est en pleine expansion, surtout touristique. Et effectivement, elle joue un rôle important puisqu'elle est la capitale du Sabah. Ensuite, il faut citer Kuching. Alors, Kuching, ça veut dire chat en malais. Alors, Kuching, en fait, c'est une ville qui a été développée par son roi. Et son roi n'était pas malais, il était britannique. C'est ce qu'on appelle les Rajas blancs. Et en fait, il s'agissait de Sir James Brooke. Et Sir James Brooke va développer le premier fort, la première prison, un système d'assainissement et ainsi de suite. Enfin, il faut citer Kuantan, qui est la principale ville de la côte est de la péninsule. Et enfin, vous avez Seremban, entre Malacca et Kuala Lumpur, qui est la capitale du Negeri Sembilan. Et enfin, Malacca, que nous allons évoquer. Alors, il faut bien voir, la Malaisie est une fédération de 13 États fédérés et de 3 districts fédéraux. Alors, les 3 districts fédéraux, c'est Kuala Lumpur, Putrajaya, que nous venons de nommer, et l'île de Labuan qui est au large de Brunei et du Sabah. Donc nous allons nous intéresser plus en détail sur les 13 États. Mais vous voyez, sur le drapeau de la Malaisie, il n'y a pas 13 bandes, mais 14 bandes. Alors pourquoi? Et sur l'étoile de la Malaisie, vous n'avez pas 13 branches, mais 14 branches, alors qu'il n'y a que 13 États. Eh bien, la réponse, c'est tout simplement que le 14e État de la fédération, lorsque ce drapeau a été décidé, eh bien, c'était Singapour qui s'est retiré. Mais ça, nous allons en parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais en tout cas, vous comprenez pourquoi chaque bande est censée représenter un État. Et le croissant, c'est pour représenter le fait que la Malaisie est un pays musulman. Donc, nous voyons que en termes de population, l'État fédéré le plus peuplé de la Malaisie est le Selangor, qui en fait entoure Kuala Lumpur. C'est un peu naturel puisqu'elle fait partie de l'agglomération de Kuala Lumpur. Mais si on regarde bien, le Selangor, Johor, Sabah, Sarawak, Perak sont les 5 États qui en fait constituent 40% de la population de la Malaisie. Et si on rajoute Kuala Lumpur, effectivement, on peut arriver aisément à la moitié de la population. D'un point de vue de la superficie, par contre, eh bien, Sabah et Sarawak, à eux deux, forment 60% de la Malaisie. Et donc, ce sont les 2 États les plus grands de la Malaisie. Sur la péninsule malaisienne, ça sera en fait l'État de Pahang, dans la capitale, et Kuantan. Dans les plus petits États, il faut nommer Perlis, Malacca et Negeri Sembilan. Alors, décrivons individuellement ces États. D'abord, on va citer Sabah. C'est un État très cosmopolite. En effet, la première ethnie de l'État de Sabah ne sont pas les Malais. En fait, il s'agit avant tout des Kadazan. Les Kadazan forment 20% de la population de Sabah. Ils ont pour tradition de vivre en général dans des longues huttes, dans des longues maisons qui peuvent accueillir jusqu'à 150 à 200 habitants. Les Kadazan, en fait, fournissent en général une main-d'œuvre importante pour la plantation d'huile de palme. Après les Kadazan, vous avez en fait les Chinois. Alors les Chinois de Sabah, par exemple, ont la particularité de parler plutôt le hokkaignien, le hainanais ou le cantonais, alors que les autres Chinois vont parler d'autres dialectes. Enfin, vous avez les Malais, et puis vous avez d'autres autochtones, comme les Bajaou, qui forment 16% de la population, qui sont musulmans, et qui parlent une langue qui est apparentée au sud des Philippines. Vous avez également les Murut, et vous avez ce qu'on appelle les Orang Bulu, les peuples des Damans. Ensuite, vous avez Sarawak. Alors, Sarawak, c'est l'état voisin de Sabah. Et là, ce ne sont pas les Kadazan, ce sont les Iban. Alors les Iban, c'était des féroces guerriers du 19e siècle qui se sont déplacés de l'ouest de l'Indonésie, de Kalimantan, au Sabah actuel et qui avaient pour tradition d'être des chasseurs de têtes. Ils avaient aussi l'habitude de pratiquer une agriculture itinérante, c'est-à-dire qu'ils utilisaient un lopin de terre pendant un certain nombre d'années, puis ensuite ils allaient dans d'autres endroits cultiver afin de permettre au premier lopin de terre de se régénérer. Mais ils parlent une langue, mais une langue certes distincte, mais quand même très liée au malais, c'est une langue austronésienne. Ensuite, vous avez les Chinois de Sarawak, qui constituent quand même 20%, et là, on parle le Fuzu ou le Hakka. Et les Chinois de Sarawak ont pour caractéristique d'utiliser des petites surfaces agricoles destinés à des cultures commerciales. Vous avez dans les Orang Aslu, les peuples autochtones, les Melanau et les Baku.
Alors on revient ensuite à la péninsule. Là on voit d'abord le royaume de Kedah, qui est l'un des plus anciens royaumes de Malaisie. Kedah qui justement a passé un traité avec les Britanniques pour vendre l'île de Penang, mais aussi pour faire face aux Siamois qui vont justement occuper Kedah et au cours duquel un autre État va naître, c'est l'État de Perlis, le plus petit. Donc Perlis va exister grâce ou à cause de l'occupation siamoise. Et l'État de Kedah, de Perlis, mais également les deux autres du nord que sont Kelantan et le Terengganu, en fait, sont des États qui ont été récupérés par les Britanniques lors du traité anglo-siamois de 1909 dont nous avons parlé lors de la précédente vidéo sur la Thaïlande. Kedah a pour particularité aussi d'être un grenier à riz, ou en tout cas une réserve à riz du pays. Après Kedah et Perlis, Penang, dont j'ai nommé c'est autour de Georgetown, c'est l'un des États de la Malaisie qui n'a pas de majorité malaise. Ensuite, vous avez Perak qui tourne autour de la ville de Ipoh. Alors Perak, ça veut dire argent en malais. Et pourquoi? Parce que justement, la ville s'est développée comme Kuala Lumpur autour des mines de fortes minorités chinoises. Et aujourd'hui, Perak, malheureusement, subit un déclin industriel. L'étain n'est plus l'une des productions majeures de la Malaisie. Et donc, du coup, c'est pour cela que l'État est devenu un État d'émigration. En tout cas, les gens quittent l'État de Perak. Ensuite, au Kelantan et au Terengganu que nous avons nommés. Alors, le Kelantan a pour particularité d'être l'État malais le plus conservateur. Et Terengganu, en fait, c'est là où vous allez trouver les îles Perhentiennes. Ensuite, vous avez Pahang. Alors, Pahang, c'est le plus grand État de la Malaisie. C'est celui où vous avez la capitale Kuantan. C'est là où vous allez trouver les Cameron Islands, mais aussi vous allez retrouver le parc du Taman Negara. Ensuite, Selangor, qui a accentué sa vocation résidentielle, industrielle, autour de l'agglomération de Kuala Lumpur. C'est là où on retrouve les fameuses villes satellites ou le port de Kuala Lumpur. Vous avez ensuite le Negeri Sembilan, qui, elle, est plutôt marquée par la communauté des Minangkabau, qui est une minorité très connue pour ses traditions matrilénaires. Et enfin, Johor, que nous avons nommé autour de la capitale du Baru Johor. On n'oublie pas Malacca, mais ça, Malacca, je vais le nommer dans la suite. Alors, justement, d'un point de vue touristique, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, l'une des villes les plus visitées de la Malaisie sera Malacca. Malacca, on va le voir dans l'histoire, c'est effectivement l'une des plus anciennes villes de la Malaisie. C'est un sultanat qui a duré plus de 100 ans et c'est à la fois la Venise et la Rome de la Malaisie, de toute l'Asie du Sud-Est. Et donc du coup, c'est un hub qui combine effectivement cette architecture, cet apogée initial malais, mais aussi qui ensuite est devenue une ville portugaise, néerlandaise et britannique. Donc vous avez une fusion de ces cultures d'un point de vue architectural, d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue aussi linguistique. Vous avez un créole portugais de Malacca qui fait de Malacca une ville unique. Ensuite, vous avez les Cameron Islands. Alors si vous recherchez un peu de fraîcheur dans ce pays qui connaît un climat équatorial, ou si vous voulez voir des plantations de thé. Ensuite, vous avez le Taman Negara. C'est un must, c'est un lieu incontournable à voir en Malaisie. Il faut situer également le patrimoine archéologique de la vallée de Lenggang, le parc du Kinabalu à Bornéo, près de Kinabalu, le parc national du Gunung Mulu qui est juste derrière le Brunei, et puis les îles, les îles Langkawi à l'ouest, et les îles Perhentiennes et les fameuses îles Perhentiennes et les îles Tioman à l'est de la Malaisie. Alors, la langue officielle de la Malaisie est le Bahasa Malaysia ou le Bahasa Melayu. Et en fait, ça veut tout simplement dire la langue de la Malaisie. Le malais fait partie de la famille austronésienne. Alors, la famille austronésienne est l'une des familles linguistiques les plus importantes au monde, juste après les familles indo-européennes, sino-tibétaines ou nigéro-congolaises, puisqu'elles forment près de 600 millions de locuteurs. Alors, vous avez parmi 600 millions de locuteurs, forcément des gens bilingues, trilingues, etc. Mais effectivement, sur ces 600 millions de locuteurs, la moitié est en fait compris dans le malais indonésien. Il existe effectivement des différences entre le malais parlé en Malaisie et l'indonésien parlé en Indonésie, puisque l'Indonésie, ayant été colonisée par les Néerlandais, a un fond lexical beaucoup plus proche du néerlandais.
Inversement, la Malaisie va avoir un lexical plus proche de l'anglais britannique. Alors, cette famille austronésienne, pourquoi elle est si répandue? C'est que finalement, donc le berceau, c'est l'île de Taïwan, et il y a 6000 ans, ces Austronésiens se sont propagés de l'île de Madagascar, à l'ouest, jusqu'aux îles du Pacifique, en passant par la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Donc c'est ce qui explique pourquoi vous avez une aire linguistique très étendue. Il faut souligner que les Malaisiens parlent le malais, mais il ne s'agit pas d'une langue unique. Il existe des variétés régionales. Déjà, entre le malais du nord, qui est de la péninsule, et le malais du sud, qui est parlé à Sabah ou à Sarawak. Et puis, vous avez aussi des différences au sein même d'États qui peuvent être petits. Par exemple, le malais de Terengganu se différencie s'il est parlé sur la côte ou s'il est parlé à l'intérieur des terres. Mais de manière générale, le malais standard, c'est le malais qui est parlé à Kuala Lumpur. Le malais s'écrit depuis les années 70 en alphabet latin. Mais si on regarde de plus près la répartition ethnique, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que seulement 51% des Malaisiens sont malais. Donc, autrement dit, là, on est dans un pays très hétérogène ethniquement parlant. Ces Malais parlent malais, en tout cas, c'est ce qui les définit d'un point de vue ethnique et d'un point de vue constitutionnel. En effet, tout Malais doit parler le malais et doit être musulman. La deuxième minorité ethnique du pays sera les Chinois. Les Chinois ne forment plus qu'un quart du pays. En effet, en 1951, par exemple, ils formaient encore 40% de la population. Donc ce taux a diminué. Les Chinois parlent eux aussi une variété dialectale. Le hainanais, le hokkien, le cantonais, etc., le min. Et en général, les Chinois vont utiliser le mandarin comme lingua franca s'il est effectivement avec un Chinois qui ne parle pas le même dialecte. Enfin, il faut surtout nommer les Bumiputras. Alors les Bumiputras, en fait, ce sont les autochtones autres que les Malais. Et ils forment 11% de la population. Alors on a nommé notamment à Sabah et Sarawak les Iban ou les Kadazan, qui sont en fait des peuples en général qui parlent des langues autochtones. Mais vous avez aussi dans la péninsule des peuples qui parlent parfois des langues austro-asiatiques. Ces peuples, les Bumiputras, comprennent aussi ce qu'on appelle des Orang Asli. Les Orang Asli, en fait, ce sont des peuples originaires, autochtones, Orang qu'on revoit dans Orang-Outan, homme, et Asli, en fait, ça vient de l'arabe Assal, qui veut dire local, qui veut dire autochtone. Et enfin, il faut nommer une minorité indienne qui constitue 7%. Alors, la majorité des Indiens parlent tamoul et travaillent dans les plantations d'EVA. Mais vous aviez également des Indiens du Nord, des Sikhs, qui étaient employés notamment dans la police britannique. Mais la majorité, l'écrasante majorité, est tamoul. Alors justement, comment on est arrivé à cette situation linguistique hétérogène? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. Alors comme j'ai expliqué, c'est que à la base, la Malaisie était effectivement peuplée de peuples austro-asiatiques, donc c'est-à-dire même famille linguistique que les Khmers ou les Vietnamiens. Et comme je l'ai expliqué, il y a 6000 ans, les Austronésiens ont commencé à essaimer leur population tout au long des îles, parce que, à l'instar finalement des Aryens qui ont domestiqué le cheval et qui ont permis justement eux une expansion, eh bien les Austronésiens eux maîtrisaient la navigation à haute mer. Et comme c'était le premier peuple à maîtriser cette navigation, notamment les bateaux, les instruments de navigation, ils ont pu coloniser ou ils ont pu aller jusqu'à des destinations très lointaines qui vont de Madagascar à l'ouest jusqu'à les îles du Pacifique à l'est. À titre de comparaison, avant que les Européens colonisent une bonne partie du monde, donc avant le XVIe siècle, les langues austronésiennes étaient en fait les langues qui avaient la répartition linguistique la plus étendue au monde. Elle faisait de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques, elle couvrait quasiment la moitié de la planète. Donc les peuples austronésiens sont très importants aujourd'hui. Je vous ai dit, le malais et l'indonésien sont parmi les premières langues austronésiennes. On peut nommer le javanais, mais aussi, par exemple, le tagalog filipino est une langue aussi austronésienne. Et comme je l'ai également expliqué sur la vidéo au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, l'Asie du Sud-Est est aussi une région où vont se rencontrer les commerçants indiens et chinois. Et avec eux, ils vont apporter des idées en termes d'architecture, d'art,
mais également des idées en termes de religion. Et c'est important parce que finalement, l'histoire de la Malaisie peut se résumer entre autres à une question d'échanges commerciaux. Donc si la Malaisie est devenue premièrement bouddhiste ou hindouiste, pas tout puisque vous avez des peuples des montagnes, c'est justement grâce à ces échanges commerciaux. Mais la typographie de la Malaisie ne permettant pas d'avoir de larges vallées, comme par exemple au Cambodge ou comme par exemple à Sumatra, il n'y a jamais vraiment eu de grands royaumes, de grands empires. Et il n'y a pas eu par exemple d'équivalent de l'empire Khmer. Donc au final, ça a été toujours des petits royaumes qui vont justement être dominés par de grands ensembles. Notamment, on peut nommer d'abord l'empire de Srivijaya, qui va régner de 650 à 1377. Et puis, vous avez l'Empire Khmer qui va, par exemple, déclarer ses intentions, sa suzeraineté sur la péninsule malaisienne, ou encore, on peut nommer l'Empire de Majapahit. Et vous voyez qu'en fait, ce sont surtout des empires, des grands ensembles hindous, bouddhistes. Et ce qu'on peut constater, qu'on l'a déjà vu par exemple avec les Thaïs et ce qu'on a pu voir avec l'Empire Khmer, c'est que justement, au début du 2e millénaire, on observe une certaine envie des populations locales d'un renouveau spirituel. Les traditions existantes ne suffisant pas, les populations sont à la recherche effectivement de nouvelles religions. Et on le voit, les Thaïs, lorsqu'ils sont arrivés, ont adopté le bouddhisme Theravada, alors que c'était le bouddhisme Mahayana. Encore, la cour était toujours hindouiste. Le temple était dédié à des divinités hindouistes. L'empire est devenu, au fur et à mesure, bouddhiste. Eh bien, pour la Malaisie, ça ne sera pas un renouveau, une autre branche du bouddhisme, ça sera l'islam. En fait, à partir du 9e et 10e siècle, déjà, on constate qu'il y a l'installation d'un certain nombre de petites communautés musulmanes. On le constate puisqu'on a vu des tombes qui datent du début du 2e millénaire. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi, au début du 2e millénaire, les peuples proto-malais, ou ce qui vont devenir malais, vont adopter l'islam? Donc déjà, je vous ai expliqué un renouveau spirituel, une demande nouvelle. Ensuite, on peut aussi constater que l'islam est arrivé par les commerçants. Effectivement, on voit géographiquement que la péninsule malaisienne, mais aussi Sumatra en Indonésie, font partie des échanges commerciaux avec l'Inde, avec l'Arabie, avec l'Afrique de l'Est. Et la plupart de ce commerce est dominé par des commerçants musulmans. Et donc, s'insérer dans ces échanges, finalement, va conduire à l'adoption de l'islam. Le deuxième avantage, c'est effectivement que par rapport à cette religion hybride hindouiste-bouddhiste, l'islam, elle offre une égalité des chances. On peut également citer l'accès à la culture islamique. Effectivement, au début du 2e millénaire, la culture islamique est un soft power. On peut penser notamment à sa poésie, à sa philosophie, à ses sciences, notamment en médecine, en arithmétique. Donc tout cela attire. Et puis, l'islam va aussi incarner une théologie qui sera peut-être attrayante, moins complexe que peut être l'hindouisme et le bouddhisme. Et enfin, certains dirigeants vont utiliser l'islam comme un outil politique pour justement légitimer leur autorité. Parmi ces royaumes, en tout cas pour la Malaisie, il va y avoir le sultanat de Malacca. Alors, Malacca, c'est à la fois une thalassocratie comme Venise, mais c'est aussi un centre théologique comme Rome. Donc, c'est un peu les deux à la fois. Ce qui se passe, c'est que vers 1400, on a un prince indianisé qui s'appelle Parameswara. Et Parameswara, en fait, il va s'exiler de Sumatra parce que justement, vous avez l'empire Majapahit, qui va mener un certain nombre de raids et qui va détruire la ville où il est. Et donc, il va se réfugier un temps dans ce qui va être Singapour, puis ensuite, il va fonder la ville de Malacca. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va justement reconnaître la suzeraineté des Ming. Et il va se rendre avec son fils, d'après les sources chinoises, justement pour reconnaître, pour rendre hommage à l'empereur Ming Yongle. Et l'empereur, en retour, reconnaît Malacca comme un royaume. Et puis, dans un deuxième temps, Parameswara, il va essayer d'attirer les commerçants. Et comme j'expliquais, le commerce de l'océan Indien est dominé
par les commerçants musulmans. Et donc, on ne sait pas, parce que les sources divergent, les sources malaises, portugaises, chinoises, si de son vivant ou son successeur se convertissent, mais quoi qu'il en soit, les dirigeants de Malacca deviennent musulmans et ils vont fonder un sultanat pendant plus de 100 ans. Et 100 ans, c'est court, mais c'est suffisant pour véritablement marquer l'essor de Malacca. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Malacca va devenir un entrepôt commercial très important. C'est de Malacca que vont se négocier les épices indonésiennes, le thé, la soie, la porcelaine, qui sera ensuite échangée grâce à des commerçants musulmans dans le reste de l'océan Indien et puis ensuite en Europe. Et ça va être aussi un centre théologique, puisqu'en se convertissant, effectivement, les habitants de Malacca vont également adopter l'islam et ils vont devenir un centre théologique important. Et ainsi, en étant un centre commercial, ils vont utiliser ce réseau commercial, ces voies de navigation pour aussi propager l'islam. Donc, au final, Malacca est essentiel pour comprendre le monde malais, puisque déjà, d'une part, le mot malais va venir de Malacca, parce que les habitants de Malacca vont être nommés les Melayou, et de Melayou va utiliser le terme de malais, et ainsi Malacca va devenir la Tanah Melayou, la terre malaise, alors bien que certains réfutent, donc je vous laisse en commentaire donner vos appréciations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les habitants de Malacca deviennent musulmans, mais les habitants de Malacca ne sont pas seulement des Malais, c'est aussi tous les Orang Asli ou les Orang Oulou, c'est-à-dire les autochtones qui parlent une langue austronésienne ou non. Et donc, au final, la conception d'être malais va être définie par la Malacca. À son apogée, Malacca accueillait des marchands indiens, chinois, persans, près de 15 000 marchands. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, pourquoi Malacca fonctionne? Eh bien, elle fonctionne aussi parce que c'est un royaume qui adopte une politique de libre-échange et qui, en plus, a une très grande stabilité politique. Et le malais va véritablement devenir la lingua franca de toute l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que lorsque les premiers colonisateurs européens, les Portugais ou les Espagnols, arrivent dans le monde malais, jusqu'aux Philippines, on utilise le malais. C'est une langue châtiée, c'est une langue de la culture, de la civilisation. Les Néerlandais, lorsqu'ils ont voulu évangéliser le peuple de l'Est de l'Indonésie, ils ont d'abord traduit la Bible en malais. Mais les Portugais vont entendre parler de cette ville dès 1509. Et en 1511, par Albuquerque, ils vont prendre la ville. Et les Portugais pensaient qu'en prenant la ville, ils allaient effectivement monopoliser le commerce des épices. Or, en étant intolérants, eh bien, ils vont briser ce qui a fait le succès de Malacca. Et donc, la majorité de la population qui était musulmane, eh bien, elle va partir. Et la cour aussi. C'est pour ça qu'on va voir le sultanat de Johor. On peut notamment aussi citer le sultanat de Kedah ou de Brunei, qui vont justement prendre la succession de Malacca. Et au final, au XVIIe siècle, la véritable puissance de l'Asie du Sud-Est sera dorénavant les Néerlandais. Et les Néerlandais vont créer la Compagnie des Indes orientales. Et cette compagnie va justement, à partir de 1641, reprendre la ville de Malacca au Portugais. Et donc, du coup, Malacca va devenir une ville néerlandaise jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, la Malaisie, c'est véritablement un agrégat de population. Au XVIIe siècle, par exemple, on voit les Minangkabau de Sumatra arriver, traverser le détroit de Malacca et devenir aujourd'hui la population la plus importante du Negeri Sembilan. Ensuite, au XVIIIe siècle, vous allez avoir les Bugis de Sulawesi qui vont s'installer dans le Selangor et dans le Johor. Mais quoi qu'il arrive, au XIXe siècle, la Malaisie demeure un pays sous-peuplé. Au même moment, les Britanniques arrivent. Comme on l'a dit, Sir Francis Light va acheter en 1786 l'île de Penang au sultan de Kedah. Et il va développer l'île pour en faire un entrepôt commercial. Après la pause des guerres napoléoniennes, les Britanniques reprennent leur essor. D'abord, ils vont s'installer à Singapour entre 1819 et 1824 et ils vont reprendre Malacca grâce au traité anglo-néerlandais de 1824. Ils vont reprendre Malacca aux Néerlandais. Et donc, ce traité est important puisqu'elle va délimiter les zones d'influence. La zone d'influence britannique sera à l'origine aujourd'hui de la Malaisie, de Singapour et de Brunei, tandis que la zone néerlandaise deviendra l'Indonésie. Ces Britanniques, en s'installant à Malacca, puis à Singapour, puis à Labuan, ils vont former ce qu'on appelle les établissements
coloniaux. Parce que c'est effectivement stratégique. Pourquoi les Britanniques s'installent? Ce qui intéresse les Britanniques, puisque l'île de Penang est le premier entrepôt, la première colonie britannique dans l'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce que les Britanniques ont en ligne de mire le marché chinois. Et ils cherchent des produits qui peuvent intéresser le marché chinois, étant donné que la Chine est l'une des premières puissances mondiales. Et donc du coup, ils découvrent les mines d'étain, puisque la Chine est justement en manque de ce matériau. Et donc du coup, ils vont petit à petit prendre plus en plus d'influence sur la péninsule malaisienne. Et notamment, ils vont attirer les Chinois. Parce que, d'une part, les sultans ne veulent pas que leurs sujets travaillent avec les étrangers. Et que d'autre part, les Britanniques vont exploiter les Chinois qui, au XIXe siècle, sont dans une extrême pauvreté, qu'ils ont les compétences minières et dans une instabilité politique. Et donc, ils vont attirer énormément de Chinois qui vont justement exploiter les mines d'étain et pour certains vont rester pour ouvrir des commerces. Et c'est ainsi que la communauté chinoise naît et qui est aussi à l'origine des principales villes malaisiennes, comme Ipoh ou Kuala Lumpur. Les Britanniques vont également investir beaucoup d'argent, mais aussi vont investir beaucoup d'argent dans les plantations d'EVA et d'huile de palme. Et cette fois-ci, ils vont faire appel à une population indienne tamoule. C'est pour ça que vous avez une nation très hétérogène. Mais les Britanniques, en investissant, ont besoin aussi de stabiliser la péninsule. Et donc, du coup, de s'ingérer de plus en plus dans les affaires des différents sultanats de la péninsule. Et c'est pour cela qu'à partir de 1870, vous avez 4 États qui vont former la première fédération malaisienne, c'est-à-dire Selangor, Perak, Negeri Sembilan et Pahang. Et aussi, à partir du traité de 1909, où le Kedah, le Terengganu, le Kelantan et Perlis vont faire partie également de cette fédération malaisienne tout en gardant une autonomie. Donc vous avez en fait un regroupement plus ou moins sous la domination britannique. De l'autre côté, vous avez au Sarawak en fait un aventurier, Sir James Brooke. Alors Sir James Brooke, en fait, il va utiliser la partie de son héritage pour justement utiliser un yacht qui va aider le sultan de Brunei justement pour lutter contre la piraterie, qui était déjà un problème à l'époque. En récompense, le sultan de Brunei va le nommer gouverneur du fleuve de Sarawak, qui est aujourd'hui Kuching. Et en fait, il va être à l'origine de la dynastie des Rajas blancs, puisque son neveu, Charles Brooke, va étendre son royaume qui va adopter les frontières actuelles. Et ensuite, ils vont développer le pays et notamment essayer de stabiliser. Et en fait, Sarawak sera un État indépendant, mais sous l'influence de la couronne britannique. Sabah sera une autre histoire, puisqu'en fait, c'est la British North Borneo Company qui va acheter un bail au sultan de Sulu pour justement exploiter la région. Mais la très mauvaise gestion financière conduit effectivement cette compagnie à revenir à la couronne britannique en 1941. Pour Sarawak, il va falloir attendre 1946. Mais de manière générale, du coup, les Britanniques s'installent, ils vont instaurer la paix et la sécurité, et ils vont être à l'origine de cette architecture, cette division ethnique très complexe où chaque communauté vit plus ou moins paisiblement, mais interagissent très peu. Et ils vont forcément bouger les conditions économiques, puisque les Malais qui vivaient d'agriculture de subsistance vont devoir adopter une agriculture de rente et ainsi devoir être soumis aux fluctuations mondiales. Parce que, effectivement, qui dit régime colonial, dit développement de la colonie par les infrastructures, dit taxation. Et qui va être taxé, c'est les populations locales. Donc, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, qui va réveiller le nationalisme malais. Et à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, les Britanniques vont installer une union malaise. C'est un peu plus simple. Mais cette union malaise, elle va être critiquée parce qu'elle offre des conditions de citoyenneté trop larges et elle prive les sultans de pouvoir politique. Donc en 1948, vous allez avoir une fédération malaisienne qui ne plaît pas à la minorité chinoise qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était persécutée par les Japonais. Et donc du coup, un certain nombre de Chinois s'étaient regroupés dans le Parti communiste et de 1948 à 1960, on va avoir ce qu'on appelle de Malaysian Emergency, c'est-à-dire que vous allez avoir une guérilla, une guerre civile entre les Chinois qui demandent l'indépendance et les Britanniques. Et finalement, cette Malaysian Emergency va se terminer lorsque les Britanniques vont accéder à la principale revendication, qui est l'indépendance de la Malaisie, qui va arriver en 1957, où on saura rédiger une constitution. Donc,
Depuis 1957, la Constitution est toujours en vigueur. Elle prévoit une monarchie parlementaire fédérale rotative, c'est-à-dire que vous avez une liste prédéfinie de sultans qui deviennent monarques, et une fois qu'ils décèdent, vous avez le sultan de la liste suivante qui devient monarque, donc c'est assez rotatif. Vous avez un système bicaméral, puisqu'on est dans un État fédéral, donc forcément, vous avez des sénats qui représentent les intérêts des États fédérés et la Chambre des représentants. Vous avez également un monarque qui nomme justement le Premier ministre et le gouvernement. Son premier Premier ministre fut Abdurrahman, mais effectivement, parmi les Premiers ministres qui ont marqué la Malaisie, il faut nommer Mahathir Mohamad. Alors Mahathir Mohamad va être Premier ministre de 1981 à 2003. Et il va être véritablement à l'origine de la modernisation de la Malaisie. Pourquoi? Parce que justement, il va faire en sorte d'investir massivement dans les infrastructures, dans l'éducation, il va industrialiser son pays et il va aussi mener une de discrimination positive pour les Malais qui, effectivement, étaient l'ethnie la plus pauvre à l'origine, tandis que les clés de l'économie étaient plutôt au sein de l'ethnie chinoise. Le Parlement fédéral a des prérogatives fédérales, la justice, l'armée, la monnaie, la diplomatie, et les États fédérés ont des politiques plus au sein, par exemple la politique d'éducation, de la santé. Vous avez 7 sultans pour 7 États fédérés, vous avez un raja pour Perlis, et vous avez un dirigeant en chef pour Negeri Sembilan. Et l'on constate qu'en 1961, les Britanniques, après le Malaysian Emergency, souhaitent que tous les États malais, Brunei, Singapour, Sarawak, Sabah et la péninsule malaisienne forment un seul État, la Malaisie. Pour des raisons que nous allons expliquer plus en détail plus tard sur Brunei et Singapour, seuls Sabah et Sarawak vont faire partie définitivement de la fédération. Après la sécession de Singapour en 1963, on constate que l'UMNO, qui est de United Malaysian National Organization, ou l'Union nationale malaisienne unie, va prendre davantage de pouvoir et va former une alliance électorale avec notamment la MCA, la Malaysian Chinese Association, et la MIC, qui est la Malaysian Indian Congress. Et cette alliance, on va tout simplement l'appeler le Barisan Nasional. Et le Barisan Nasional, en fait, va dominer la vie politique malaisienne des années 1970 jusqu'au début des années 2010. On va voir entre 2010 et 2020, en fait, une montée progressive de l'opposition. Et aux élections de 2018, en fait, le Barisan Nasional, qui était pourtant emmené par le Premier ministre de l'époque, va perdre les élections vis-à-vis de l'opposition, opposition qui était justement menée par Mahathir Mohamad, celui qui était Premier ministre de la Malaisie de 1981 à 2003 et qui était du coup tête du Barisan Nasional lui aussi. En 2018, ce sera la première alternance politique de la Malaisie. Lorsque Mahathir Mohamad va prendre le pouvoir, eh bien, il va le remettre à son opposant historique qui est aujourd'hui le Premier ministre actuel de la Malaisie, qui est Anwar Ibrahim. Voilà. Alors, à noter enfin que la Malaisie est un pays du Commonwealth. Selon le English Proficiency Index, 62% des Malaisiens sont anglophones. Et bien évidemment, en étant membre de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie est membre également de l'ASEAN, c'est un membre fondateur de l'ASEAN, et également de l'OMC depuis 1995, ainsi que de l'APEC. Alors, regardons plus en détail l'économie malaisienne. En fait, on constate qu'à partir des années 70, un peu comme la Thaïlande qu'on a vu, eh bien, la Malaisie va progressivement passer d'un modèle agro-exportateur à un pays industrialisant, un NPI. Donc, on voit effectivement que le modèle qui prédominait, c'était surtout le caoutchouc et l'étain. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on regarde les taux de croissance entre 1970 et 1997 de la Malaisie, on constate des taux de croissance très forts en fait. En général, la croissance est supérieure à 5%. Vous avez 2 années noires en 1975 et en 1985, mais sinon le taux de croissance est important jusqu'à 1997, puisqu'on l'a déjà expliqué dans la vidéo sur la Thaïlande, eh bien, ce sont les effets de la crise asiatique qui ont conduit à une récession. Depuis 2010, on constate un taux de croissance encore fort, entre 4 et 8%. Alors effectivement, vous voyez qu'au début, ce taux de croissance est certainement fort en raison de la crise, des effets de la crise asiatique. L'économie malaisienne doit se remettre. Vous voyez que
L'économie malaisienne, de manière générale, est très forte parce qu'elle peut se reposer sur ses matières premières, sur un secteur secondaire qui est très dynamique et sur un secteur tertiaire qui est en plein développement. Mais vous voyez qu'il y a sur cette courbe 3 exceptions. D'abord en 2002 parce que effectivement vous avez, si vous voulez, l'impact du 11 septembre sur l'économie malaisienne. En 2009, effectivement, en raison de la crise mondiale de 2008 et en 2020 en raison du Covid. Mais sinon, vous voyez que le taux de croissance est plutôt très fort. D'ailleurs, regardez, en 2000, le PIB de la Malaisie était de 93 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est à 407 milliards. Donc, autrement dit, le PIB de la Malaisie a quadruplé en 20 ans. Quant au PNB par habitant, eh bien, il est passé de 4 000 $ à 12 000 $. Donc, autrement dit, le PNB moyen d'un Malaisien a été triplé en 20 ans. À noter enfin que la monnaie du pays est le ringgit. Lorsqu'on regarde plus en détail l'économie malaisienne, on constate que vous avez encore 10% du PIB qui est consacré au secteur primaire. Ce qui est normal lorsqu'on voit que le secteur primaire reste encore un secteur majeur pour la Malaisie. On pense notamment au caoutchouc. 8% de la production mondiale du caoutchouc est en Malaisie. C'est tout simplement le 3e producteur de caoutchouc au monde après la Thaïlande et l'Indonésie. C'est aussi le 2e producteur mondial d'huile de palme que nous utilisons. Et donc, effectivement, ceci incite à avoir un secteur primaire important. Mais ce n'est pas tout, puisque la Malaisie, elle exporte et elle exporte du pétrole et du gaz naturel. Elle est le 12e producteur mondial de gaz naturel. Et enfin, il faut noter, on va dire, les cultures traditionnelles, puisque le pays bénéficie d'un climat équatorial, notamment le cacao, le poivre, le café, le thé ou la noix de coco. Dans le secteur secondaire, on voit également qu'il concentre presque 43% du PIB malaisien, puisque effectivement, le pays bénéficie à la fois d'une main-d'œuvre importante, bon marché et éduquée, ce qui permet effectivement d'avoir une main-d'œuvre disponible, notamment pour l'assemblage d'équipements électroniques, de machines, d'appareils électriques, de produits chimiques, de textiles. Il faut aussi prendre en compte que le Premier ministre Mahathir Mohamed a promu une voiture malaisienne qu'on appelle la Proton, parmi les principales exportations de la Malaisie. Eh bien, effectivement, on peut citer ses productions primaires et secondaires, notamment l'huile de palme, le caoutchouc, le pétrole, le gaz naturel, les produits électriques et électroniques. Concernant le secteur tertiaire, effectivement, vous voyez que c'est aujourd'hui le principal secteur du PIB malaisien. Vous avez un secteur financier qui est très dynamique grâce à Kuala Lumpur. Vous avez un secteur des services qui est aussi très dynamique, mais surtout vous avez un tourisme aussi qui se développe énormément. Parmi les grands groupes du pays, de la Malaisie, on peut d'abord citer Petronas, qui est connu pour les tours. Vous avez MyBank, qui est quand même une des banques les plus importantes d'Asie du Sud-Est. Vous avez CMB Group, qui est un groupe financier important en Malaisie. Vous avez Axiata Group, qui est un conglomérat de télécommunications. Vous avez Sime Darby Berat, qui est une des plus grandes sociétés de plantation de palmiers d'huile. Et vous avez Genting Group, qui est une société de divertissement et de loisirs. Concernant la culture de la Malaisie, alors, on peut d'abord citer Afdrin Shauki, qui est un acteur, réalisateur, scénariste et comédien polyvalent qui est très connu en Malaisie. Il joue notamment des rôles dans des films comiques et du coup, il est très connu pour cela dans la cinématographique locale. Vous avez Tan Tuan Hang, qui est un écrivain malaisien célèbre pour ses romans. Notamment, il a écrit La jardinière de nuit. Vous avez Datuk Lat, qui est un caricaturiste qui décrit souvent la vie quotidienne des Malais avec beaucoup d'humour et de perspicacité culturelle. Et enfin, vous avez Yuna, qui est une chanteuse et compositrice très populaire en Malaisie. Concernant la gastronomie malaisienne, alors, le plat national de la Malaisie est le nasi lemak. C'est un plat qui est composé de riz, dans du lait de noix de coco, des feuilles de pandan, on avait évoqué ce que c'était le pandan, servi avec des œufs durs, des concombres, des cacahuètes et un peu de sauce pimentée qu'on appelle le sambal. Vous avez le satay, qui sont en fait des fameuses brochettes de viande que l'on voit un peu partout. Le mi goreng, qui sont des nouilles frites avec des légumes, de la viande ou des fruits de mer. Vous avez le nasi kandar, un plat d'origine plutôt indienne du sud, qui est composé avec du riz et avec une variété de curry. Vous avez le roti canai, qui est un
pain plat feuilleté d'origine indienne qui est généralement servi avec du dal. Le dal, ce sont les lentilles ou du curry. Vous avez le laksa, qui est un plat de nouilles épicé dans un bouillon de lait de coco, généralement garni avec des crevettes ou du poulet ou du tofu, un peu ce que vous pouvez l'agrémenter aussi de pâtes et de crevettes selon vos affinités. Vous avez rendang, qui est un plat de viande mijoté dans un mélange d'épices, de lait de coco et de pâtes de tamarin. Au niveau du dessert, je vous propose le sandol, qui est une glace pilée servie avec du lait de coco, du sucre de palme et des haricots azuki. Vous avez Ais Kagan, qui est aussi une glace pilée servie avec des haricots rouges, du maïs, des gelées et du lait de coco. Et enfin, la boisson nationale de la Malaisie est le thé tarik, qui est en fait un thé tiré à la main, qui est généralement servi avec du lait et beaucoup de sucre. Enfin, au niveau du sport, alors effectivement, on retrouve les sports que nous avons déjà mentionnés, notamment le sepak takraw, qui est en fait similaire au volleyball, on en a déjà parlé. Mais vous avez par exemple Saïr Rosdi et Asman Nasruddin qui sont de grands joueurs de cette discipline. Mais les Britanniques, pendant la colonisation, ont introduit le football, le cricket, l'athlétisme et le rugby. Il faut aussi signaler que la Malaisie est présente aux Jeux Olympiques depuis 1956 et qu'elle a remporté que 11 médailles. Ces 11 médailles, en fait, la moitié ont été uniquement aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. Parmi ces 11 médailles, elle en a remporté 9 uniquement au badminton. Donc, on pourrait peut-être considérer la Malaisie comme l'une des terres du badminton. D'ailleurs, le siège mondial du badminton se trouve à Kuala Lumpur. Et effectivement, comme dans l'Asie du Sud-Est, le badminton est un sport qui est très populaire. Parmi les champions de badminton malaisiens, on peut citer notamment Enkenbun Bin, Punch Gunalan, Chea Sunkit, Yat Kim Hock ou Lee Chong-hui. Alors, pour finir, quels sont les défis de la Malaisie? D'abord, les défis sont géopolitiques. On l'a mentionné, effectivement, la Malaisie est riveraine de la mer de Chine méridionale. Donc, la question de la détermination de sa zone économique exclusive. Et puis, il faut aussi noter le problème de la piraterie. Effectivement, on l'a mentionné, le détroit de Malacca est un détroit important puisque c'est là où transitent un certain nombre de bateaux participant au commerce international. Mais cette zone est aussi malheureusement le refuge de pirates et pas seulement dans le détroit de Malacca, mais aussi dans la mer de Sulu entre la Malaisie et les Philippines. Donc c'est un enjeu qui est crucial pour le développement du commerce de la Malaisie. Deuxième défi est plutôt politique. On voit que la Malaisie est un pays très hétérogène, composé de plusieurs communautés. On a vu malheureusement dans le passé des tensions entre communautés et effectivement, on voit aussi un parti politique qui accentue cette division. Au défi économique, on voit qu'effectivement, il y a eu des politiques de discrimination positive qui ont été menées. En 1970, c'est ce qu'on appelle la NPE et en 1991, la NPD. Et ces politiques avaient en fait pour objectif louable de permettre à la majorité malaise qui était plus touchée par la précarité que les autres ethnies de pouvoir effectivement avoir accès à un certain nombre de postes économiques permettrait de rattraper son retard. Mais cette politique maintenant suscite un certain nombre de critiques de la minorité. Effectivement, est-ce qu'il faut continuer ces politiques de discrimination positive? On a de nombreuses poches de pauvreté urbaine et rurale qui persistent. Et enfin, pour le Sarawak, les populations locales s'interrogent notamment sur l'utilisation des ressources pétrolières. Et enfin, c'est un pays où le secteur primaire joue encore un rôle crucial et qui rend l'économie malaisienne très dépendante des fluctuations mondiales. Enfin, le dernier défi, bien sûr, ce sont les défis environnementaux, notamment concernant la déforestation. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.